merci. Nous allons maintenant passer à la distribution. Musikin qui est là, il va nous parler de la distribution à travers sa plateforme musicale, qui est une plateforme de distribution musicale. Winnie, Andromède, vous avez la parole. Bonjour à tous. Alors, je me présente. Moi, c'est Winnie Andromède, président de Musikin Distribution et Numérix Radio. Alors, Musikin Distribution, c'est le premier et seul distributeur de musique en RDC. Dans tout l'étendue du territoire, il n'y a que nous, officiellement, qui existent et qui travaillent avec l'accompagnement du ministère du Numérique. Du coup, tous les artistes congolais, lorsque ils ont leurs œuvres et qu'ils arrivent sur le point de chercher à les commercialiser, ils passent obligatoirement par nous ou soit ils vont à l'étranger chercher des distributeurs étrangers notamment. Alors aujourd'hui on va parler de la distribution digitale et je vais essayer d'être un tout petit peu technique, il faudrait vraiment un peu m'excuser. Alors on commence. Voilà. Déjà, c'est quoi la distribution musicale? On va essayer d'être assez light. On nous dit la distribution musicale, c'est tout le cheminement entre votre musique et l'auditeur. Jusque-là, j'espère qu'on se comprend. On nous dit les distributeurs concluent des accords avec les producteurs et les labels de musique pour vendre les musiques dans les magasins. Alors, cette présentation reste la même, que ce soit pour une distribution musicale dite traditionnelle ou soit pour une distribution musicale dite dans les numériques. Alors la seule différence est que quand on arrive au niveau des magasins, c'est juste que dans une distribution ou une édition qui est traditionnelle, les magasins sont physiques. Par exemple, à une certaine époque, je ne sais pas si ça existe jusqu'à aujourd'hui, on avait une maison d'édition qui existait, Kinexpress, je crois bien, qui faisait de la distribution, la répartition des CD et tout ça, à une certaine époque, mais je ne sais plus, c'est plus trop en vogue et tout. Et il y a maintenant des magasins numériques aussi. Il y a des magasins numériques qui sont répartis en deux formats. Il y a des services de streaming et il y a des plateformes d'achat ou téléchargement légal. Et c'est dans ces plateformes-là que votre musique est censée être commercialisée pour vous générer de gains. Et avant de continuer, il faudrait que je martèle sur un point parce que c'est dit, les distributeurs concluent des accords avec des producteurs et des labels. Ce qui est sous-entendu par là, c'est-à-dire que lorsque un artiste distribue lui-même sa musique, cet artiste est considéré plutôt comme le producteur musical de sa propre musique. Donc nous avons affaire à un artiste indépendant. Si vous n'êtes pas artiste indépendant et que vous avez affaire à un producteur, c'est le producteur qui détient les droits d'exploitation de votre œuvre. Et c'est au producteur de céder cette œuvre-là à une plateforme de distribution pour l'exploiter commercialement. Jusque-là, j'espère qu'on se comprend. Alors là, on va assimiler les labels et les producteurs. Parce que quand on parle d'un producteur, on voit une personne, un individu, qui exerce le même métier qu'un label. Mais c'est juste qu'un label, c'est une entreprise commerciale. Donc on a un producteur qui est un commerçant et le label qui est une entreprise commerciale. Mais qui font le même travail, carrément. Alors, on va essayer de passer aux conditions techniques pour vous donner un petit aperçu avant de continuer. Alors, déjà, lorsque vous souhaitez distribuer votre musique, il y a des éléments qui sont très importants. Les deux éléments qui sont très importants, la première, c'est d'abord votre chanson, parce que c'est la musique que vous souhaitez distribuer, donc vous devez au moins avoir la musique, votre chanson. La deuxième, c'est le cover, les visuels. Alors, c'est très important parce qu'il y a beaucoup d'artistes de fois qui sautent cette étape dans la procédure. Il y a d'autres artistes,
ils font des chansons et après ils font des clips et après ils pensent directement être diffusés sur la télé et tout ça. Or, les covers ne sont pas conçus que pour des albums. C'est pas seulement que lorsque vous souhaitez faire un album, vous savez que ok, peut-être que ça sera imprimé, c'est là que vous pensez à faire une pochette, à vous shooter et tout. Non, pour chaque single, il faut avoir des covers. C'est ce qui permet d'exploiter votre œuvre plutôt. Parce que quand votre musique sera mise sur les magasins numériques, il faudrait que cela porte un emballage plutôt. Alors, du coup, quelles sont les conditions techniques de votre visuel? Déjà, le cover doit avoir la forme d'un carré parfait. Les pixels doivent être de 3000 en longueur et 3000 à largeur minimum, au plus 7500 en largeur et 7500 en longueur. En JPEG ou en PNG. Bon, techniquement, avec Musicin, notre système permet de retoucher la résolution de votre cover, pourvu qu'elle ne soit pas floue. C'est-à-dire que votre cover peut ou ne pas être en 3000 x 3000, elle peut être peut-être en 1000 x 1000, mais une fois que c'est uploadé, le système va retoucher votre résolution et les rendre minimum 3000 x 3000. Donc la seule condition que vous avez à respecter est que cela puisse avoir la forme d'un carré parfait. Si vous regardez les visuels au-dessus, c'est un exemple de cover. Alors, on nous dit, le cover ne doit pas contenir des logos des plateformes de streaming. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes, lorsqu'ils veulent distribuer leur musique, vous allez voir dans leur cover, il y a déjà des logos. Il y a des logos de voilà, Spotify, Amazon, Deezer et tout ça. Alors, déjà, vous devrez savoir que lorsque vous faites votre communication, lorsque vous êtes sur le point de communiquer sur votre œuvre, vous êtes libre de faire plusieurs versions des visuels. Vous pouvez faire des visuels pour communiquer sur votre œuvre. Il n'y a pas de problème à ces niveaux-là. Vos visuels peuvent vous servir pour partager sur les réseaux sociaux, imprimer, communiquer carrément. Mais lorsqu'il s'agit de faire un visuel, un cover, qui sera distribué sur les plateformes de téléchargement légal et des streaming, il ne faut pas mettre ces logos-là. Pourquoi? Déjà parce que ces plateformes-là sont concurrents. Parce que Spotify est un service de streaming, Deezer est un service de streaming, Apple Music est un service de streaming. Alors, du coup, ils ne peuvent pas afficher votre image lorsque votre image contient le logo d'un de leurs concurrents. Cela reviendrait à faire un partenariat avec Africell et dans votre visuel, il y a le logo de Vodacom. Africell ne peut jamais accepter d'être placé au même endroit que Vodacom. Ce n'est pas parce qu'ils ont de problèmes, mais c'est juste parce qu'ils sont concurrents. Alors, vous ne pouvez pas le placer au même endroit. Ce qui veut dire que Spotify ne peut pas être placé au même endroit que Deezer ou Apple Music. Du coup, votre cover ne doit comporter aucun logo de ces plateformes-là. Alors, il ne faut pas écrire sur le cover des expressions comme maintenant disponible, bientôt disponible, vous mettez la date, l'heure, tout ça. Le cover n'est pas une affiche. C'est pas une affiche où vous passez une annonce ou quoi que ce soit. Dans le cover ne doit contenir que le nom de l'artiste ou le nom du groupe si c'est un groupe, le titre de la chanson ou le titre de l'album s'il s'agit d'un album ou d'un EP ou d'une mixtape et le nom du label s'il y en a ou le logo du label s'il y en a. En dehors du design, bien sûr, vous êtes libre de vous mettre sur le dos d'un lion, sur la tête d'une girafe ou peu importe. Mais au moins, tâchez au minimum de respecter ces informations-là. Par exemple, le cover qui est au-dessus, il y a juste le nom de l'artiste, Yellow Easy, et il y a le titre de la chanson Sans souci. D'ailleurs, pour vous raconter une petite anecdote, lors de la distribution, son cover avait été refusé parce que en dessous, c'était écrit Tikato Melanabiso. Et comme sa chanson est une chanson qui fait pas mal de buzz et il y a pas mal de personnes, lorsqu'ils ne connaissent pas la chanson, ils viennent pour le chercher, ils tapent seulement Tikato Melanabiso vu que c'est une référence, c'est un peu la partie un peu connue de la chanson. Et du coup, ils voulaient assez que cela puisse paraître. Et du coup, lorsque le système a renvoyé, le système lui a demandé, vous souhaitez que le titre de votre chanson soit
sans souci, Tikato Melana Bisso, ou bien c'est juste sans souci. Et il a répondu en disant que non, le titre c'est sans souci. Et c'est là que le système lui a proposé d'utiliser Tikato Melana Bisso comme un métadonné intérieur. Ce qui veut dire que Tikato Melana Bisso est utilisé comme un mot-clé. Vous pouvez taper Tikato Melana Bisso, vous allez voir Yellow Easy sans souci apparaître. De la même manière que vous pouvez entrer sur YouTube, vous cherchez la chanson de Whitney Houston, vous écrivez And I, vous allez voir que la chanson va sortir. Ce n'est pas le titre, mais cette expression-là a été utilisée comme mot-clé. Alors, on va passer, avant de passer à la partie technique carrément, il y a les avantages de Music in Distribution. Déjà, on a beaucoup parce que je sais qu'il y en a ceux qui vont demander pourquoi vous, pourquoi pas les étrangers là et tout ça. Eh ben, on va en parler. Déjà, il y a le brand. Et quand je parle du brand, là, on va essayer de voir les visuels qui est en bas. Alors, du coup, ce qui est à savoir est que lorsque les artistes ou les producteurs ou les labels distribuent sur notre plateforme leur cover, le système prend automatiquement leur cover et les place dans notre décor pour leur faire un visuel. Parce que nous savons que lorsque vous faites de cover, vous payez et ce n'est pas tout le monde qui paye le designer pour lui faire plusieurs formats, c'est-à-dire un format bannière qui peut mettre comme image de couverture sur sa page, un format qu'il peut relayer, un format. Et du coup, nous faisons au moins ces formats pour aider tous nos clients sans exception dans leur communication. Donc, ce qui veut dire que quand vous distribuez votre musique, vous aurez un visuel en format brand. Et dans les visuels qui est en format brand, il y a, voilà, dans les visuels qui est en format brand, vous allez voir qu'il y a la date de sortie de votre œuvre, ce qui dit que votre œuvre, le visuel brand va être fait avant la sortie de votre œuvre, justement pour communiquer sur ça, histoire d'attirer l'attention de gens sur la date. Ensuite, il y a les logos des plateformes. Et c'est juste 3 plateformes qui sont mises, histoire de montrer un peu l'échantillon en quelque sorte. Parce qu'en réalité, Music.in a plus de 200 plateformes partenaires chez lesquelles nous distribuons notre musique. Alors, il y a le format brand qui est relayé. Nous accompagnons dans la communication, qui est le deuxième point. Nous relayons sur nos pages, nous relayons sur nos groupes, sur nos réseaux, sur partout, pour essayer de communiquer sur vous. Et il y a un petit point sur lequel il faudrait marteler, c'est bien mis communication, c'est pas mis marketing. Donc, lorsque vous distribuez votre musique, ayez un peu de retenue, ne venez pas nous demander de l'argent pour distribuer, pour faire passer votre clip dans une chaîne de télévision locale. Cela ne relève pas de notre corps de métier. On vous accompagne dans la communication avec le moyen qu'on a pour vous accompagner dans votre communication. Et après, si votre œuvre explose, ok, ça explose, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Alors, il y a l'accompagnement et les orientations. Ça, c'est un point très important. Nous prenons toujours le temps pour ceux qui veulent, bien sûr, savoir comment les choses évoluent, comment ça marche et tout ça. Nous prenons le temps de rencontrer certains de nos clients, discuter avec eux, voir leurs projets et leur donner des orientations. Leur dire que voilà, ici vous pouvez faire ça, ça, ça. S'il faudrait disposer des... les remettre en contact avec certaines personnes. Ok, voilà, il y a ça, que ce soit pour les médias, pour la presse, pour les télévisions, pour tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Mais c'est réservé à nos clients. Donc, ne venez pas nous demander de vous aider pendant que vous n'êtes pas encore client. C'est un point aussi important, on ne peut pas aider tout le monde. L'autre point, c'est la facilité de paiement. La facilité du paiement est un point très très important parce que depuis l'avènement du numérique, beaucoup d'artistes se sont fait arnaquer. Beaucoup d'artistes se sont fait escroquer leur argent. Pourquoi? Simplement parce que nous sommes au Congo. Donc, il y a des cas, parfois il faut l'accepter, il y a des cas où cela ne relève ni de nous, de vous ou quoi que ce soit. C'est juste que dans certains cas, nous sommes juste
au mauvais endroit, au mauvais moment, ça arrive. Alors, je m'explique pourquoi. Par exemple, pour donner un exemple un peu terre à terre pour prendre de l'élan, lorsque vous êtes en RD Congo, vous ne pouvez pas monétiser votre chaîne YouTube. Il faudrait passer par d'autres canaux. Le problème n'est pas de YouTube, le problème n'est pas de vous, mais le problème, c'est de l'État congolais. Il y a des accords qui doivent être conclus entre Google et l'État congolais pour libérer cet accès-là. Alors, du coup, d'où vient le problème? Parce que nous, on a dit qu'on accorde la facilité de paiement. Alors, comment cela se passe avec les distributeurs étrangers? Généralement, c'est là, ils savent que vous êtes en Afrique. Alors, comment ils font pour vous arnaquer? Bon, déjà, ils ne le font pas expressement, c'est le système qui est comme ça. Parce que généralement, le premier système en termes de transactions, c'est le système WISE. Et c'est un système qui est vraiment affilié, c'est un produit sous-traitant de PayPal. Et du coup, c'est ce qui fait que quand vous distribuez ailleurs, généralement, on vous demande un compte PayPal pour recevoir vos revenus. Le problème est que Elon Musk n'a pas d'accord avec la République démocratique du Congo. Ce qui veut dire que vous pouvez bien ouvrir un compte PayPal en étant en RDC, mais vous ne pouvez pas retirer de l'argent qui est sur votre compte PayPal en étant en RDC. Ce qui veut dire que vous pouvez bien faire 1 million de ventes, mais vous n'aurez que des chiffres. Vous ne pourrez jamais me retirer cet argent-là. Vous n'aurez que des chiffres. Vous allez bien voir, ok, ah, j'ai eu autant, ok, je l'ai pris, ok, mais retire-les. Impossible. Pourquoi? Le problème n'est pas de toi, le problème n'est pas de PayPal, le problème n'est pas de la plateforme, le problème n'est pas du distributeur, le problème c'est de l'État congolais qui n'a pas conclu des accords avec PayPal. Du coup, c'est le premier frein. Et c'est quasiment comme ça chez quasiment 99,9% des distributeurs étrangers. Le 0,01 là, qui peuvent accepter de vous payer par virement, ils vous donnent un quota. Généralement, ils vous disent qu'on vous paie à partir de 1 000 $ de vente. Maintenant, imaginez, vous êtes un artiste, vous vous débrouillez, vous émergez, vous faites votre musique. C'est pas facile de faire 1 000 $ de vente. Hein. On est entre nous, on se parle. C'est-à-dire que vous pouvez sortir une œuvre, vous faites le marketing, vous mettez un budget, allez, vous vous démerdez, et puis vous atteignez même 300 $ de vente, vous n'aurez jamais cet argent-là parce qu'il faudra atteindre 1 000 $ de vente. Et imaginez que vous avez exploité votre œuvre pendant une année. Si déjà pendant une année vous avez généré 300, ce n'est pas la deuxième année que vous allez générer 600. À la deuxième année, ça va forcément baisser parce que le délai de l'exploitation de l'œuvre tend petit à petit à son expiration. Et du coup, vous vous retrouvez encore arnaqué. Et c'est là où nous on apporte en fait, la facilité de paiement. Déjà, chez nous, le paiement, vous pouvez le déclarer à partir de 50 $ de vente. Donc déjà, imaginez, on quitte de 1000 ailleurs, et chez nous, c'est à partir de 50 $. Quelque chose qui est assez raisonnable. De deux, toujours dans la facilité de paiement, chez nous, il y a les canaux bancaires et il y a les mobile money. Bien sûr, il y a aussi PayPal et les autres canaux, mais les canaux qu'on va plus mettre en avant, ce sont les canaux bancaires et les mobile money. Alors, quand je parle de canaux bancaires, je vois tout ce qui est compte bancaire, carte Visa, Mastercard et tout ça. Et quand je parle de mobile money, je vois les portefeuilles électroniques, les M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, et voilà, tout ça. Et c'est la facilité des paiements. L'autre point, ce sont les Smart Link et les précommandes. Ça, ce sont deux points très importants. Je vais vous montrer un exemple. On peut aller au site. Viens dans précommande, d'auto-précommande. Non, le second. Voilà. Voilà. Ça ne charge pas jusqu'en bas, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Déjà, ouais. 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 Déjà, par exemple, ces liens, c'était un lien de précommande jusqu'au 10 octobre, jusqu'au lundi 10 octobre, parce que cette chanson est sortie, ça fait 2 jours. Alors,
ce lien, déjà, vous allez voir, quand on dit Smart Link, c'est un peu lorsque quand, je vais prendre un exemple, Fally Ipupa sort un album, vous n'allez pas voir de trucs bizarres écrits là dans le lien. Ça sera un truc propre, du genre Fally, voilà, Inc2, voilà, Spotify ou quelque chose de pareil. C'est un truc de lisible, c'est un truc de beau, c'est un truc professionnel. Et c'est ce qu'on appelle Smart Link. Et c'est ce que nous, on propose. Par exemple, là, c'est déjà à notre site, musikin.net, Inc2, donc c'est LNK, donc le lien, tout, donc le lien vers. C'est une abréviation en anglais. Le lien vers Ndoto, la chanson Ndoto. Alors, les gens qui ont cliqué sur ce lien, avant le 10, il n'y avait pas l'option écouter, écouter là sur Spotify, Apple Music et Deezer. Et sur iTunes, c'était pas téléchargé, sur Bonplay, c'était pas écouté. C'était réservé, précommandé. C'est-à-dire, la chanson n'est pas encore sortie, mais vous pouvez déjà l'acheter ou réserver son écoute. C'est-à-dire que vous payez et dès que la chanson sort à partir des 0 heures, vous êtes notifié et vous l'avez directement automatiquement. Vous le prenez. Si vous l'avez acheté en avance, vous récupérez le fichier. Et si c'est pour écouter, vous avez une session qui est ouverte pour vous sur ces plateformes-là. Alors, le lien de précommande s'active automatiquement le jour de la date de sortie, c'est-à-dire que ça devient automatiquement un Smart Link. Mais nous avons un autre format des Smart Links que nous utilisons. Alors ce format-là, c'est le format, on y va sans souci, voilà. Ouais. Voilà. Voilà un exemple de Smart Link de Musikin. Alors toujours il y a la déco, il y a le titre de la chanson, l'artiste, c'est bien signifié, et il y a les plateformes. Déjà, vous allez voir le lien encore une fois, c'est beau, c'est professionnel, c'est parfait. Song.like, donc son, la chanson, le lien, le titre, sans souci, by Musikin, la plateforme. Alors là, vous avez les différentes plateformes dans les Smart Link. Ok, on va commencer là. Buy, en anglais, to buy, acheter. Il y a les 3 plateformes pour acheter. Il y a iTunes, où vous pouvez acheter votre musique à 0,99 $, l'équivalent de 1 $ environ. Il y a Amazon, où vous pouvez acheter votre œuvre à environ 1,29 €. Il y a Qobuz aussi, où vous pouvez acheter votre musique. Et il n'y a plus Google Play Music. Ça, c'est un point un peu important. Parce que, avant d'avoir Qobuz, parce que Qobuz, c'est une plateforme française. C'est une plateforme hybride. Il y a à la fois le streaming et les téléchargements. Et du coup, au départ, il y avait 3 plateformes dans le monde pour les ventes. Bon, 3 plateformes assez super connues et légales et tout. Il y avait iTunes, Amazon et Google Play Music. Du coup, lorsque Google a lancé YouTube Music, qui est une plateforme de streaming, YouTube Music, c'est vraiment à part, c'est différent du YouTube traditionnel. Ils ont jugé bon de mettre fin à Google Play Music. Donc du coup, actuellement, c'est plus possible d'acheter de la musique sur Google Play Music. Et d'ailleurs, c'était la meilleure de plateforme pour faire un achat. C'était vraiment le plus facile à utiliser par rapport à d'autres. Alors, il y a les plateformes d'écoute. Listen, écouter. On a Apple Music, on a Spotify, YouTube, YouTube Music, Pandora, Deezer, Amazon Music, parce qu'il y a Amazon et Amazon Music. Amazon pour les achats, Amazon Music pour le streaming. Il y a Tidal, la plateforme de Jay-Z. Il y a Napster, il y a Boomplay et il y a Angami. Alors, ce que vous devrez savoir, c'est que là, c'est un échantillon dans les Smart Links. On ne peut pas vous mettre 200 liens là. Ça sera pour embrayer les gens. La personne, quand il se connecte, il a besoin de voir juste un échantillon des plateformes les plus connues et après, il fait son choix. Il peut se dire que, bon, ok, moi j'ai un abonnement Spotify, je vais écouter sur Spotify, ou j'ai un abonnement Apple Music, et j'y vais. Ou soit, voilà, il choisit la plateforme où, voilà, où il est familier, où il se sent à l'aise, et voilà. Et en dessous, il y a le lien de votre vidéo qui est mis là. Voilà, c'est juste pour faire de la com. Alors, on va aller techniquement. Là, on rentre à la première page. La première page. Là. Oui, à la première page.
faudrait vraiment actualiser la page. On remonte en haut, on actualise. Voilà, on actualise. Voilà. Alors c'est un peu ça la plateforme. Lorsque vous vous connectez chez Musikin, déjà c'est ça notre accueil. On vous dit, vendez votre musique partout dans le monde, suivez vos statistiques en temps réel et percevez votre argent directement sur votre téléphone portable, ce qui est une innovation. Alors, déjà, vous avez la possibilité de vous connecter si vous avez déjà un compte ou de vous inscrire. Ce qui est à savoir est que la distribution digitale est une activité commerciale digitale. Elle n'est pas physique. Du moment où une personne se présente devant vous et il se présente comme étant un distributeur, mais vous présente un contrat physique, vous n'avez pas affaire à un distributeur, vous avez affaire à un agrégateur. Ces personnes-là, généralement, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez nous, ils achètent un espace de distribution illimité, il prend votre musique et il les distribue. Donc techniquement, c'est ce qu'il fait, parce que c'est une personne physique qui vient chez vous. Comment il va faire pour distribuer votre musique? Il doit passer par un distributeur. À un moment donné, il va se connecter, il tape, et techniquement, c'est là qu'il fait la distribution de votre musique. Je ne sais pas si on se comprend. Du moment où il y a un contrat physique, sachez-le que vous avez affaire à un sous-traitant ou à un intermédiaire. Lorsque vous distribuez vous-même votre musique, le contrat, il n'est pas physique. L'accord, il est numérique. Les signatures, ce sont les OK là, que quand vous appuyez vos OK, voilà, tous les mails qui vous reviennent et tout ça, c'est ça. L'accord, elle est numérique. L'accord, elle n'est pas physique. Soit, c'est les producteurs qui vous présentent un contrat et vous signez, il a les droits, il peut le céder à n'importe qui pour exploiter l'œuvre. Mais si c'est une personne qui se présente devant vous et c'est dit distributeur et vous présente un contrat physique, alors sachez que vous avez affaire à un agrégateur. C'est un sous-traitant, c'est un intermédiaire. Il n'est pas direct. Si c'est du direct, ça se fait en ligne. Alors, comment ça marche? Avant d'avancer, j'aimerais tiquer un point parce qu'il y a eu lors de l'exposé de mon confrère CG, il y a eu un aspect danger du numérique. Il a présenté le danger. Alors, il faudrait savoir qu'il y a de danger. Je sais pas, on peut réavoir la page, s'il vous plaît, parce que j'aimerais vraiment, euh, voilà, sur les dangers du numérique. Dans son exposé, je crois. Non, passer. Les risques, voilà. C'est un peu dans cet aspect sur lequel j'aimerais juste un peu surenchérir. Le piratage de comptes, voilà, et des sites, ça c'est réel. Nous, on a eu affaire au piratage. Déjà récemment, on a perdu une de nos pages. On a perdu plus de 14 000 abonnés, ça fait à peine un mois. C'est parce qu'un de nos community managers s'était fait ficher au fait. On l'a fait du phishing. On l'a renvoyé le lien auquel il a cliqué et après on a accédé à son compte et c'est depuis son compte qu'on a accédé à la page. Du coup, on a perdu la page et on a une autre page. La contrefaçon de la musique, ok, oui. Ça, c'est un risque. Mais il faudrait savoir que les covers sont couverts légalement lorsque vous avez l'autorisation du propriétaire de la chanson. Lorsque vous n'avez pas l'autorisation du propriétaire de la chanson et que vous voulez juste essayer d'exploiter un peu le contenu d'autrui, c'est là que voilà, il y a des problèmes. Alors les vols des revenus digitaux, voilà, ça c'est quelque chose de réel. Yellow Easy, dont je présentais le cover, vu que sa chanson faisait un buzz, qu'est-ce qui s'est passé? Lors de la distribution, ils avaient commis l'erreur d'afficher la date trop tôt. Je crois que c'était une petite erreur de l'équipe. Ils ne savaient pas qu'il fallait programmer les choses au moins 2 semaines à l'avance. Alors, ils ont programmé la sortie du clip, la com a commencé. Et la date qu'ils avaient distribuée ne pouvait pas tenir. Et du coup, on leur a dit, OK, on va essayer de faire une exception et au moins de vous avoir la date du 3, soit 3 jours après la sortie du clip. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des personnes lorsque le clip est sorti, parce que lorsque le clip est sorti, ce n'était pas encore sur des plateformes de streaming et tout. Il y a eu des personnes qui sont venues, ils ont regardé le clip, et comme le clip était un buzz, ils se sont dit, ah ok, donc ce gars, il n'est pas encore distribué. Sans contacter l'équipe, sans contacter qui que ce soit, ils ont créé un cover, ils ont pris sa chanson, et ils sont allés distribuer. Et ils ont mis aussi la date. Voilà, je crois qu'ils avaient mis une date, c'était genre pour le
4, le 7, ou je sais pas, une date comme ça. Le 3 est arrivé, il y a eu les liens, tout ça, il y a eu les partages et tout. Et le lendemain, hop, on se retrouve avec des doublons. On se dit, waouh, mais il y a des doublons. On a été notifié que non, il y a des doublons. Et du coup, la demande de doublons, lorsque cela a été notifié pour fusionner la chanson. Mais à un moment donné, on s'est dit, on ne peut pas fusionner la chanson. La chanson n'est censée exister qu'en un seul exemplaire. Et c'est là qu'on a engagé des poursuites, vu qu'on détenait le code ISRC. Parce que le code ISRC, c'est un peu comme, bon, au-delà de sa définition internationale, standard des records des codes, pour un peu être un peu plus light pour la compréhension de tous, un code ISRC, c'est un peu comme le code barre qu'il y a là, par exemple. Le code barre, c'est pour un produit physique, mais pour un produit digital, principalement pour de la musique, il y a le code ISRC. Et c'est ce code-là qui permet de tracer l'œuvre, peu importe là où l'œuvre passe. Et c'est grâce à ces codes-là qu'on a pu déclarer notre œuvre et réussir à bloquer le compte pirate qui avait fait ces trucs-là. Malheureusement, ce n'était pas des personnes qu'on pouvait poursuivre en justice pour demander des dommages à intérêt, c'était juste des personnes qui voulaient essayer de se faire un peu d'argent. Et le code ISRC, c'est quelque chose qu'on octroie aussi dans Musickin. D'ailleurs, c'est ce qui vous aide, même lorsque vous soumettez des clips, traces et autres, ils demandent généralement le code ISRC. Et c'est vraiment important. Alors, il y a d'autres points, les achats des vues et des followers. Voilà, ça c'est un point important parce qu'il faudrait essayer de faire la différence entre, par exemple, acheter des followers et booster sa communauté en ligne. Vous voyez, lorsque par exemple vous avez une carte et tout, vous prenez votre page Facebook, vous les boostez, vous touchez des gens viennent, ils s'abonnent, ils veulent votre contenu, vous n'achetez pas des followers. Il y a une nuance. Il y a une nuance à ces niveaux-là. Vous n'achetez pas de followers. Vous faites de la publicité. C'est de la même manière qu'une personne qui passe à la télé et qui vous dit « Ok, j'ai ma chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous ». Quand vous venez vous abonner, il ne vous a pas acheté. Vous êtes venu de votre plein gré. Vous avez vu une publicité et vous avez adhéré. Il n'y a pas de différence entre une personne qui booste sa page Facebook et une personne qui met un panneau dans la rue. Les achats de followers, c'est lorsque vous collaborez avec des plateformes qui vous proposent d'augmenter vos nombres en utilisant des robots. Et c'est la même chose avec YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, il y a de formats. YouTube a de, comment on appelle ça? Il a de formats qu'il propose à ses partenaires, ceux qui sont dans Google Partners. Par exemple, nous, on est dans Google Partners. C'est la possibilité de faire de la sous-traitance pour ses produits dérivés à lui. Par exemple, Google AdSense et les référencements. Je crois que Google AdSense, ça vous dit quelque chose. Par exemple, Google AdSense, ce n'est pas les achats des vues. Le référencement, ce n'est pas les achats des vues. Google AdSense, c'est comme si vous boostez votre page Facebook. C'est la même chose avec les référencements. C'est-à-dire qu'une personne est là sur YouTube, il regarde une vidéo et puis pouf, il est interrompu. Il y a votre annonce, votre vidéo, l'extrait de votre vidéo de 30 secondes qui apparaît. Et après, il est libre de regarder ou de ne pas regarder. Vous n'avez pas acheté des vues. Vraiment, il y a une nuance à ces niveaux-là. On parle d'achat de vues quand vous contractez avec des plateformes qui vous proposent d'utiliser des robots pour augmenter vos nombres. Et c'est d'ailleurs de plateformes qui sont traquées par YouTube. Vous risquez d'avoir votre chaîne YouTube qui risquerait d'être bloquée, vous risquerez de perdre l'accès, voir vos vidéos effacées, etc., etc. Il y a vraiment des risques. Et bon, ce n'est pas pour faire du marketing. Nous, on propose des services tels Google AdSense et du référencement. Ça sera à vous de voir. Voilà, la prolifération des plateformes de téléchargement. OK, ça, c'est un point important. Personnellement, moi, je suis de nature commerciale. Et souvent, j'utilise ça comme credo. Je me dis, la musique ne peut pas transiter d'un support à un autre gratuitement. C'est un peu ça notre credo, parce que nous, on est vraiment dans la vente. On veut que l'œuvre puisse être exploitée commercialement et que cela puisse générer des revenus. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui contribuent au piratage de la musique. Ce sont les plateformes de téléchargement dites libres. En langage cru, on devait les appeler des plateformes de téléchargement illégales. Parce qu'on ne peut pas se connecter sur une plateforme et télécharger de la musique gratuitement, pendant que cette musique-là a un auteur,
à un compositeur, à un interprète, à probablement un producteur et je ne sais pas trop. Et tous ces gens-là, ils se retrouvent comment? Vous venez, vous acquérez cette musique-là gratuitement, comme ça, sans rien payer. Vous vendez dans Oraka, vous pouvez payer sur la musique. Donc, imaginez un peu. Des plateformes comme Toubidi, ce sont des plateformes de téléchargement illégales. Moi, ça me fait mal de voir des artistes qui distribuent sa musique et après ils demandent je ne suis pas présent sur Toubidi, mais tu vas faire quoi sur Toubidi? Tu veux vendre ta musique ou tu veux que ta musique soit accessible à tout le monde à un moment donné? À un moment donné, lorsque vous souhaitez vendre votre musique, arrêtez de chercher ces plateformes-là. Toubidi, les autres, je sais pas, hein, y en a plein. Vous piratez vous-même votre musique. En fait, il ne faut pas suivre le langage c'est un bon langage qui est mis, on vous dit que voilà, les gens peuvent vous écouter, tout ça, tout ça, tout ça. Mais non, quand les personnes peuvent acquérir votre musique gratuitement, là, déjà, c'est ça le piratage. Déjà, c'est à partir de là que l'atteinte au droit d'auteur commence. Alors, la conservation faible des produits culturels, ça je crois déjà mon confrère avait parlé de ces points. Et là on va rentrer maintenant dans l'aspect technique. Ok. Alors, voilà. Déjà, bon, là, lorsque vous entrez, ça vous propose direct, vous vous connectez ou vous vous inscrivez. Donc c'est un peu plus direct, mais bon, il faudrait quand même prendre le temps de descendre. Là on vous explique un peu comment ça marche techniquement. La distribution, on vous dit connectez-vous dans votre compte, remplissez votre formulaire qui est à la fois votre contrat, uploadez votre son et cover et distribuez votre musique. C'est clair, c'est ça ce qu'il faut faire en fait. Techniquement, c'est ce que vous faites avec votre téléphone portable. Parce que c'est vous-même le patron, quoi. C'est vous-même qui gérez votre business. Les statistiques. Suivez vos statistiques de vente, stream, écoute et d'achat, téléchargement, en temps réel depuis votre compte, de manière hebdomadaire. Alors, c'est bien dit en temps réel, c'est-à-dire en live. Mais pourquoi c'est encore mis de manière hebdomadaire? Vous devrez savoir que c'est la technique. Et la technique a ses caprices. Donc, il se peut qu'actuellement, là, au moment où nous sommes, il y a une personne qui écoute en direct maintenant votre musique sur Spotify. Et ce n'est pas automatiquement que directement ça s'affiche dans vos statistiques. Il y a un délai. Ça peut parfois prendre 24 heures, 48 heures, voire même 72 heures. Donc, il faut comprendre ces délais-là à un moment donné. Du coup, c'est ce qui fait que, généralement, ce qui est sûr, c'est qu'au moins de façon hebdomadaire, au moins chaque semaine, vous pourrez au moins voir l'évolution de vos statistiques. Mais ne vous attendez pas à, je suis là 1 heure du temps plus tard. Quelqu'un vient d'écouter, je viens de voir ça. Non, c'est quand même, il y a quand même voilà, c'est pas du tic au tac à un moment donné. Alors, il y a cet aspect-là des statistiques, c'est-à-dire que vos statistiques, vous l'avez depuis votre propre compte. C'est dans votre compte que vous savez suivre, ok, j'ai autant de coûts, depuis telle région, depuis ça, ok, j'ai autant d'achats, ça me génère autant, ok. Vous êtes vraiment le seul maître à bord. Les paiements, voilà, c'est là où j'avais parlé des avantages. Déclarez vos paiements dès que votre solde atteint ou dépasse $50 et percevez votre argent sur votre compte Mobile Money ou par virement bancaire, Western Union, etc. Et surtout les Mobile Money ou soit les canaux bancaires. Les canaux bancaires, c'est très très important. Personnellement, moi, j'encourage les artistes, les acteurs à utiliser des canaux bancaires parce que à un moment donné, c'est bien, on a les mobile money et tout ça, mais on ne peut pas, à un moment donné, créer un écosystème qui nous mettra à part. On doit s'adapter à l'industrie musicale sur le plan international. Nous devons nous adapter. Tant que ces plateformes-là, telles que Spotify, vous proposent de payer votre abonnement, mais vous devez être bancarisé, vous ne pouvez pas le payer via les mobile money. Donc, à un moment donné, il y a des efforts que nous devons fournir à notre niveau. Vous pouvez bien vous dire que, ok, je peux bien utiliser les mobile money, j'ai distribué, j'ai reçu mes revenus. Quand vous allez avoir besoin de booster votre page Facebook, là, c'est là où vous allez voir l'importance d'être bancarisé. Donc voilà pourquoi j'encourage toujours les acteurs culturels, en guillemets, d'être bancarisés. C'est très important, ça vous aidera énormément. Ce n'est pas parce qu'on vous propose la facilité avec le mobile money que vous devez vous dire, ok, on a un écosystème qui nous facilite. Voilà, il y a des certifications, un peu comme le SNEP certifié en France. Nous, on certifie en RDC. Parce que c'est que le SNEP fait, le SNEP certifie exclusivement en France. Donc, lorsque le SNEP vous octroie, par exemple, un disque d'or, c'est pour l'équivalence de vos ventes seulement dans les territoires français. Vous pouvez avoir vendu 200 000. Vous pouvez avoir fait 200 000 ventes dans le monde,
Mais si en France vous avez fait 23 000, vous n'êtes pas certifié. Je ne sais pas si on se comprend. Il n'est certifié que pour le ventes qui ont été effectuées exclusivement sur le territoire français. Voilà pourquoi il y a des certifications aux États-Unis, il y a des certifications dans différents pays. Alors du coup, chez nous, on certifie à partir de 1000 écoutes, 5000, 10 000 et tout. Et c'est en format de nos matières premières, hein, parce que ailleurs, lorsqu'ils mettent l'or, le diamant, tout ça, c'est bien. Nous, on a le cuivre, l'étain, le cobalt, et ensuite, lorsqu'ils ont nos richesses, pourquoi ne pas le mettre en avant? Ce sera important aussi. Alors, les partenaires, ben, ils sont là. iTunes, Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon, voilà, tous, ils sont là. Ce sont des plateformes de streaming. Pas d'écoute et téléchargement illégal comme Tubidi et les autres là. Quand on avance, voilà, techniquement, il y a des tarifs. Parce que vous allez dire, bon, je vais distribuer, comment ça se passe? Comment ça se passe techniquement? Voilà. Il y a des packs. La distribution, pour distribuer chez Musikin, il faut acheter votre espace de distribution et c'est ce qui vous donne l'accès à la distribution. On a 3 packs de distribution qui sont accès abordables. Il y a le pack single, lorsque vous souhaitez distribuer un single qui est à 10 $. Vous avez la distribution d'une chanson, 80% des revenus, le code ISRC est offert, les liens personnalisés, SmartLink, précommande et tout ce qui va avec, les statistiques et la garantie d'une année. La chanson, elle est distribuée pour du bon, mais la garantie est d'une année. Donc, c'est un peu comme si vous partagez un téléphone portable, on vous dit la garantie est de 2 semaines. C'est-à-dire que si ça a un problème pendant les 2 semaines, vous pouvez remettre. Mais si ça a un problème 2 semaines plus tard, vous ne pouvez plus remettre. Donc, c'est dans ces cas-là. On vous garantit une année sans problème. Et après, une année, ça reste. Mais s'il y a un problème, venez pas nous voir. On a trop de chansons à distribuer, allez-y comprendre. Alors, il y a le pack album. Pour un album, c'est 50 $, peu importe le nombre de chansons. Même si vous faites 80, il n'y a pas de problème. Distribution d'un album, 85% des revenus au lieu de 80. Un article de presse offert, code SRC, lien, voilà, la même chose. Il y a les packs illimités. C'est ce que font les gens qui viennent vous présenter de contrats physiques pour la distribution. Là, c'est ce qu'ils viennent faire. Ils viennent, ils s'achètent un pack de distribution illimité. Il sait qu'il a 90% des revenus. Du coup, il vous dit, OK, vous avez 80% des revenus. Il a ses 10%. La plateforme a ses 10%. Vous vous retrouvez avec vos 10%. Et vous vous retrouvez avec vos 80%. Techniquement, il crée un compte, il distribue votre musique, il vous renvoie vos statistiques par mail et tout ça, vous voyez tout ça. Mais techniquement, il a distribué chez nous, les distributeurs, au fait. Donc, il a juste fait l'intermédiaire, en d'autres mots. Et voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes les prix les plus bas. Il y a d'autres distributeurs tels que Emisio pour distribuer un single, c'est 50 $. Allez-y voir déjà comment ça peine, sans compter les autres désavantages dont je vous ai cités lorsqu'on a commencé l'exposé. Alors, on va y aller. Questions fréquemment posées. On va commencer par la première de questions. On est où? J'aimerais qu'on rentre dans le... Voilà. Voilà. Oui, bientôt. Ok, ouais. Ok. Quelle méthode de paiement acceptez-vous? Voilà, en acceptant les paiements mobile money, virement bancaire, Western Union, MoneyGram, paiement par carte, PayPal, etc., etc. Et l'autre question, c'est quoi le streaming? Combien je gagne par streaming? Parce qu'il y a d'autres qui s'écoutent streaming, stream, c'est quoi? Le streaming, c'est quoi? Voilà. Le streaming, c'est lorsque votre chanson est écoutée en ligne sans être téléchargée. Elle génère environ entre 0,003 $ et 0,005 $ par écoute en fonction de la plateforme. Donc, ça veut dire que Spotify paye différemment de Apple Music et il paye différemment de Deezer et Tidal. Chacun a ses quotas. Par exemple, le Tidal, c'est 0,006 et voilà, ça varie en fonction de la plateforme. Parmi nos partenaires, voilà, il y a Spotify, Deezer et tout ça. Les téléchargements légaux. Le téléchargement légal, c'est quoi? Les téléchargements légaux, on parle de téléchargement légal lorsque votre chanson est vendue sur les plateformes de téléchargement payants. Chez nos partenaires tels que Google Play, qui n'existait plus malheureusement, Amazon ou encore iTunes, généralement vendu à 0,99 $, l'équivalent de 1 $ l'achat. Combien de temps faut-il pour que ma chanson soit disponible sur les plateformes? Le choix de la date vous revient. Mais le processus de distribution prend généralement environ 2 semaines. Nous recommandons de faire tout même 1 mois à l'avance. Bon, généralement, nous distribuons même 1 semaine à l'avance, mais nous préférons toujours de bien programmer, nous permettre aussi de pouvoir communiquer sur votre œuvre et non venir juste distribuer et puis faire vos choses comme des inconnus. Il y a aussi le contact. Voilà, les conditions techniques, ça, on a parlé de ça déjà. Je crois qu'on va rapidement passer cet aspect.
Voilà, combien de temps faut-il? Voilà, le premier affichage du solde intervient 3 ou 4 mois après la distribution. Donc, du coup, vous devrez savoir qu'il y a un décalage entre vos statistiques qui sont un peu plus réguliers et le premier affichage du solde. C'est-à-dire qu'il y a un temps, le temps de faire des calculs, le temps que cela apparaisse chez vous, le temps que vous puissiez avoir le bouton pour déclarer, retirer, tout ça, il faudrait comprendre cet aspect de choses-là. Et je crois que nous sommes arrivés à la fin. Pour ceux qui pourront poser des questions, pour ceux qui voudront une démo pour s'inscrire ou se connecter, ça on va le voir, ça sera à l'appréciation de tous. On peut rentrer là où on était? Non, dans le slide, voilà. À la 3e page. Voilà, merci. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. D'ailleurs, nous sommes là. Je vais laisser la parole à M. Dondic pour la continuité, voilà, de notre session d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à Jessie et Winnie pour vos interventions. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de notre journée, donc des échanges. Si vous avez des questions, des préoccupations, vous pouvez, c'est la bienvenue. Donc moi, je vais commencer. J'ai vu votre plateforme. En fait, j'aimerais comprendre, vous faites la distribution, parce qu'il y avait vous avez cité l'exemple de Kin Service, Kin Express. Ouais. Lui, il faisait la distribution vers donc d'autres maisons qui vendent des disques, qui vendaient des disques. Je crois que ça n'existe plus. Alors, vous, avec votre plateforme, comment ça fonctionne réellement quand vous dites que vous faites la distribution? Qu'est-ce que vous faites vers d'autres petits vendeurs ou comment? Ok. Déjà, ce qu'il y a à savoir, c'est que nous sommes un distributeur, ce qui veut dire que nous sommes le canal direct vers les magasins. C'est-à-dire que lorsque vous distribuez votre musique chez nous, c'est pour que votre musique soit vendue directement auprès de Apple Music, donc vendue auprès de iTunes, Amazon et écoutée auprès de Apple Music, Spotify, Deezer, etc., etc. Donc, du coup, on n'a pas affaire à de la sous-traitance. Il n'y a pas de la sous-traitance. C'est vraiment du direct. Vous distribuez, vous avez votre retour, vous avez vos statistiques, vos ventes et tout. C'est vraiment du direct, au fait. Et l'avantage est que les maisons d'édition physiques, généralement, ont un problème, c'est aussi les problèmes des territoires. Du coup, par exemple, Kin Express, ils pouvaient vous distribuer physiquement ici, mais ils ne pouvaient pas vous distribuer physiquement, par exemple, en Angola. Et du coup, ça posait un peu problème. Avec la distribution numérique, on vous distribue partout, sur toutes les plateformes légales reconnues au monde. Et vous êtes partout. C'est-à-dire que là où on cherche Michael Jackson, là où on cherche Jay-Z, et c'est là où on vous cherche et c'est là où on vous trouve. Donc déjà, c'est une exposition grave que vous avez. Merci. Merci. Il y a quelqu'un qui... Une question? Moi, je m'excuse, hein. Moi, j'avais plus posé la question à ce qui concerne YouTube. J'avais dit pour atteindre votre argent, il faut au moins avoir 1000 abonnés. Et 1000 abonnés, c'est bien. Maintenant, quelle est cette procédure pour avoir l'argent? C'est ça le problème. Ok, merci. Alors, je veux essayer d'être un peu plus explicite sur ce point-là. Nous, notre collaboration avec YouTube, c'est dans le cadre Google Partners, c'est-à-dire que nous faisons de la sous-traitance pour les produits et services de Google, notamment Google AdSense ainsi que le référencement YouTube, pour faire le boost. En ce qui concerne la monétisation de votre chaîne YouTube, ce n'est pas notre corps de métier à nous. Mais si vous souhaitez monétiser votre chaîne YouTube, les informations quant à ce sont publiques. C'est-à-dire que c'est YouTube qui recommande. Il vous dit que si vous souhaitez être éligible à la monétisation, il vous faut avoir au moins, au minimum, 1000 abonnés et avoir au moins 4000 heures de visionnage. C'est-à-dire que c'est une chaîne, c'est pas une nouvelle chaîne YouTube. Ça doit être une chaîne qui a au moins fonctionné. En moins que vous puissiez faire le buzz de votre première vidéo, vous avez plus de vues et vous dépassez les abonnés. Vous pouvez être éligible. Mais pour cela aussi, il faudra voir des aspects techniques parce que
Lorsque votre chaîne est localisée en RDC, vous ne pouvez pas la monétiser, peu importe le nombre de vues et des abonnés que vous aurez. Il faudrait trouver d'autres canaux un peu plus techniques comme la délocalisation et autres, mais je ne veux pas vraiment entrer dans cet aspect-là parce que ce n'est pas notre corps de métier à nous. Notre corps de métier, c'est la distribution et pas la monétisation des chaînes YouTube. Mais j'espère au moins que j'ai répondu à votre préoccupation. Merci. Une question? Ma question s'adresse à l'artiste Sidi. J'aimerais savoir, vous avez énuméré les risques qu'il y a quant à la distribution de la musique sur le numérique. Mais vous, étant qu'artiste, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées à la distribution de vos différentes chansons? Bon, moi personnellement, en tant qu'artiste, les difficultés que j'ai rencontrées à la distribution de ma musique ou de mes musiques, c'est au niveau des achats. Généralement, lorsqu'on est un artiste et musicien qui n'est pas très connu ou qui est émergent, comme on dit, on est limité géographiquement, c'est-à-dire qu'on a un public qui est congolais forcément. Alors, les gens n'ont pas de carte bancaire. Quand tu mets ta chanson sur une plateforme digitale ou sur une plateforme, ou même sur une plateforme d'hébergement vidéo comme Demolition, Vevo ou YouTube, ou sur une plateforme de téléchargement de streaming, on ne sait pas t'écouter légalement. Donc c'est la plus grande difficulté que j'ai rencontrée moi personnellement en tant qu'artiste, au regard des risques que peut courir la musique. La précaution, la plus grande précaution à faire pour le moment, c'est élargir son audience, hein. Avoir un public un peu plus hétérogène et plus international. Voilà. Bonjour. Moi, ma question elle est adressée au patron de Music In Distribution. Vous dites que vous offrez une presse d'information. Dans le but de quoi? Parce qu'il y a d'autres plateformes de distribution qui offrent des presses d'information dans le but d'avoir peut-être une certification d'une page Instagram, Facebook. Et vous, c'est pourquoi? Merci. Ok, merci. Déjà, le point que j'aimerais dire, c'est-à-dire que nous, ce qu'on donne, on donne des atouts aux artistes. Maintenant, c'est aux artistes de voir comment ils peuvent tourner ces avantages-là à leur avantage à eux. C'est un peu comme si, bon, je vais être un peu plus clair, lorsque par exemple on vous octroie le code ISRC, c'est votre code, mais vous pouvez l'utiliser pour soumettre par exemple votre clip auprès de Trace. On est en dehors de ces cheminements-là, mais vous avez utilisé quelque chose qu'on a mis à votre disposition, à votre avantage. Lorsqu'on vous fait un article de presse, par exemple là, on va essayer de... Voilà, Music In News. Voilà, ça c'est le magazine. Par exemple, si on descend, on vient là, voilà. Il y a un article qui est là. On va cliquer. Voilà. Découvrez Kitiabo Kunzinayo de Magali Motema. L'article a été lu 150 fois, je crois, voilà. La chanteuse de musique gospel évolue en Belgique, voilà, nous présente son titre. Voilà, il y a un visuel, il y a le contenu, il y a un peu sa bio et tout ça, et il y a le clip qui est mis là. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour faire votre com. Je ne sais pas s'il y a un distributeur dans le monde qui peut faire ça pour vous. Il n'y en a pas. Il n'y en a aucun qui fait. Il n'y a que nous qui faisons cela. Et maintenant, si vous vous retrouvez quelque part où vous cherchez à certifier votre page Facebook et Facebook vous dit que nous avons besoin des articles sur vous pour savoir qui vous êtes, si réellement vous existez. C'est là où cet article devient avantageux pour vous. C'est là où vous pouvez utiliser cela et dire que voilà, on a parlé de moi dans tel média et dans tel média. C'est là où vous tournez cet article en un avantage pour vous. Vous comprenez? Mais dans les cheminements entre la certification de votre page et vous, nous ne sommes pas là. Nous avons mis à votre disposition quelque chose que vous pouvez exploiter à votre avantage. C'est la même chose avec notre radio, parce qu'on a une radio, voilà, elle est là, Numérix Radio, c'est derrière un service de streaming. Là, par exemple, on a 5289 auditeurs en ligne qui sont branchés. Alors, on diffuse aussi votre musique sur notre radio.
Et il n'y a aucun distributeur dans le monde qui les fait. C'est notre part à nous pour la communication. Mais ce n'est pas le marketing. Cela ne doit pas vous décourager de faire le marketing. C'est le marketing qui va vous permettre de faire de grosses ventes. Vous voyez. Et ne vous méprenez pas, lorsque votre chanson fait un buzz, même quand c'est local, sachez-le que ça se vend. Parce que celui que je vous ai montré là, Yellow Is, ou pire encore, celui de Ndoto là, c'est un artiste, personnellement, je l'ai connu sur TikTok. J'ai navigué sur TikTok, je suis tombé sur la vidéo, je me suis dit, waouh, il est intéressant. On l'a cherché, on l'a appelé. On l'a dit, tu viens, viens. Non, tu es où, tout ça? Non, tu viens, prends ma main express, tu viens. Il est venu, on l'a dit, on a vu, on va faire quelque chose pour toi. On va juste t'aider. On ne dessine pas, on ne te produit pas, on t'aide juste. On a vu l'extrait, tu fais le son, tu fais les clips et on sort. On a sorti le truc, je vous dis, ça fait 2 jours, il a plus de 10 000 vues. Et c'est déjà pas mal un buzz. Et même dans ses stats, au Congo, il est écouté. C'est-à-dire qu'au Congo, ici, il y a des gens qui sont bancarisés, qui ont des abonnements actifs sur Spotify, sur Apple Music. Ils sont là et ils écoutent de la musique. C'est juste que si parfois, vous ne faites pas des chiffres assez exorbitants, c'est parce que vous ne faites pas assez de marketing, pour ne pas dire un bon marketing. C'est juste cet aspect-là sur lequel il faudrait juger. Donc voilà, j'espère au moins que j'ai répondu à votre préoccupation. Il y a une question? Bonjour, merci pour la parole. Déjà, félicitations pour votre travail. Moi, je vous ai connu il y a 1 année, lors de votre exposition ici à l'Institut français. Et j'ai dû à distribuer une chanson chez vous. Mais on a rencontré un petit problème que j'aimerais bien vous soumettre en ce moment même. Et les problèmes, c'est au niveau de l'espace client. L'espace client de l'artiste. Lorsque vous distribuez la chanson est disponible. Et on a un problème des stats. On n'a pas, jusqu'à présent, on n'a pas de stats, le nombre de échos, des ventes et tout et tout. Moi, j'aimerais bien, si c'est possible, de nous faire une démonstration. Je ne sais pas, il y a... Oui. Bravo Jésus. Oui, des frères ecclésiastes. C'est juste ecclésiaste, et pas le frère, ecclésiaste. ECCL. IASTE. Un seul. Oui. C'est un cover en jaune. Ok. Je peux voir? Ok. Ok. Bon, moi j'aimerais bien chez nous aussi qu'on puisse avoir ces statistiques-là. Ok. Ok. Merci beaucoup pour la parole. J'ai un petit problème de voix, mais ça va aller. Merci, moi c'est Grace. Déjà, avant tout, j'aimerais vraiment vous féliciter pour le travail que vous faites.
Donc, on est aussi en train de voir le côté positif du numérique, parce qu'en tant que jeune, c'est vraiment un travail louable. Maintenant, ma question, c'est pas sur les plateformes de téléchargement illégal. C'est ça, non? Les plateformes de téléchargement illégal. Entre autres, moi, la plateforme que j'utilise le plus souvent, c'est Toubidi. C'est ça. J'aimerais savoir, je sais pas, est-ce que ces plateformes-là, elles payent bien avant des droits? Je sais pas, pour faciliter la tâche à des personnes qui n'ont pas peut-être des cartes bancaires, à des personnes qui n'ont pas d'argent pour faire des téléchargements payants, ou bien ça se passe comment il y a, et puis comment des chansons se retrouvent là directement. Des artistes et musiciens là, ils ne portent pas plainte contre ces genres des plateformes. Donc j'aimerais un peu savoir. Et puis eux, après, ils gagnent quoi, comment? Donc c'est un peu ça. Merci. Ok, merci. Alors déjà, pour ces plateformes-là, il y a deux formats. Le premier format, c'est quand lui-même l'artiste crée un compte sur ces plateformes-là et soumet sa chanson. Lui-même, il s'auto-pirate. Le deuxième format, c'est quand quelqu'un, ou soit certains des administrateurs de ces pseudo-sites-là, entendent parler d'une chanson, ils le cherchent et ils le mettent dans leur catalogue. Dans ces cas, il faut les poursuivre, il faut déclarer, voilà, vous n'avez pas permis et tout ça. L'autre aspect, s'ils payent les droits d'auteur et tout, déjà, je ne pense pas. Dans le cadre de services de streaming, ça peut se comprendre parce que, vous savez, en économie, les dépenses de l'un font les gains de l'autre et vice-versa. Du coup, dans le cadre d'un service de streaming, le service de streaming peut vous laisser écouter de la musique gratuitement en échange de la publicité. C'est-à-dire que vous écoutez à un moment donné, ça vous interrompt, ça vous met de la publicité et après, voilà, vous continuez. On le voit même avec des applications et tout. C'est la manière dont la plateforme va se rémunérer et c'est à travers cet argent qu'il payera les artistes ainsi que le revenu des droits d'auteur. Mais l'auditeur écoute gratuitement. Par contre, dans les téléchargements, là, vous vous connectez, vous acquérez la musique gratuitement. Et si vous acquérez la musique gratuitement, comment eux, ils se rémunèrent? Déjà, on ne sait pas. Et ont-ils des accords avec des plateformes de gestion des droits collectifs? On ne sait pas. Y a-t-il des artistes ici qui ont déjà mis leur musique sur Toubidi? Si oui, combien ont-ils reçu de la part de la Socoda, SACEM, ASCAP, ASBAM et tout en termes de téléchargement gratuit qu'ils ont eu là-bas? C'est la question qu'il faudrait leur poser, au fait. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à votre préoccupation. Merci. En parlant de droits d'auteur et des Socoda, une question me vient à l'esprit. Vous faites la distribution. Maintenant, qu'en est-il de droits d'auteur? Comment est-ce que... Parce que les artistes doivent percevoir un droit d'auteur. Il y a la Socoda, par exemple, ou SACEM en France, tout ça là. Et comment vous... Est-ce qu'il y a une collaboration avec ces sociétés-là, entre Musikin et ces sociétés-là de droits d'auteur? Alors, ce qui se passe pour la gestion de droits collectifs, c'est quoi? Alors déjà, il faudrait avoir un cas de figure juridique. Quand est-ce qu'on a affaire aux sociétés des droits d'auteur? Déjà, on aurait eu affaire aux sociétés des droits d'auteur directement si votre musique était vendue au sein de notre plateforme ou si elle était écoutée au sein de notre plateforme. Sauf que votre musique n'est pas vendue et écoutée au sein de notre plateforme. Votre musique est vendue et écoutée au sein de d'autres plateformes. En d'autres mots, lorsque quelqu'un se connecte sur iTunes et achète votre musique à $1, vous ne percevez pas le $1 automatiquement. Il y a une partie d'abord que iTunes prend lui-même et il y a des frais, des redevances qu'il paye aux sociétés de gestion de droits collectifs. Et c'est bien réparti, hein, c'est bien géré au niveau de la CISAC et tout. Voilà, l'auteur, compositeur, interprète et tout. Il y a une partie d'argent qu'ils prennent à ces niveaux-là. Et les restes, vous est restitué comme étant de royalties, vos revenus de vente. Mais il y a une partie qui est déjà payée. Et le paiement, là, s'effectue de la plateforme de streaming ou de vente à la société, à la CISAC, voilà, à la société de gestion de droits collectifs, pas à notre niveau parce que ce sont eux qui concluent la vente. La vente s'est faite à leur niveau. Et il y a toujours les paiements de droits d'auteur, oui. Ce qui veut dire que lorsque vous avez affaire à un beatmaker, par exemple, ou un compositeur de votre chanson, vous avez la chanson, vous les distribuez, ok, c'est vendu, mais s'il est affilié par exemple à la SACEM va lui payer ses droits en termes de vente de la chanson sur Amazon ou Apple Music.
Donc c'est ça. J'espère au moins que j'ai répondu à la préoccupation sur les droits d'auteur. Une question à l'artiste. Il y a d'abord le système classique qui existait où il y avait des CD et tout ça là. On a déploré le piratage où on copiait les CD comme ça là sur la route et on vendait les œuvres des artistes. Avec la digitalisation, on déplore encore ces mêmes problèmes. Il y a le piratage, tout ça là. Alors, face à ces deux mondes, quelle est la meilleure option pour vous que vous pouvez vous accepter? Est-ce on rentre dans le système traditionnel où on produisait les CD ou on continue avec la digitalisation? Quelle est la meilleure solution pour vendre vos œuvres? Merci pour la question. Moi, je pense que dans tous les cas, il faut utiliser les deux possibilités, c'est-à-dire les ventes traditionnelles et les ventes numériques. Pourquoi? Parce que c'est pas tout le monde qui a un smartphone, vous voyez. Donc on ne sait pas atteindre, déjà si vous envisagez un public plus élargi, on ne sait pas atteindre tout le monde à travers les réseaux sociaux ou les médias sociaux numériques. Donc il faut passer par les médias traditionnels, c'est-à-dire la presse écrite, la radio et la télévision, les affiches, tout ça contribue aux médias sociaux ou aux médias traditionnels qu'on peut utiliser. Mais si vous parlez justement dans votre question des ventes des CD, je pense que c'est archaïque, bien que à un niveau. Non, mais si on doit revenir à ça, vous allez accepter ou on doit continuer avec le système? Non, si on disait, si ça produisait beaucoup plus de. Ça me rendait beaucoup plus de visibilité, pourquoi pas y revenir? Voilà. Oui. Bonjour. J'ai deux questions à poser. La première s'adresse à l'artiste CG. J'aimerais savoir, en tant qu'artiste, déjà ici, artiste congolais basé à Kinshasa, les difficultés que vous avez rencontrées, je ne sais pas si vous êtes signé dans une maison de production, parce que déjà, on nous a parlé du fait que notre État a une certaine réticence par rapport à certaines propositions, et surtout concernant la culture. Il y a beaucoup d'artistes qu'on dit communément dans le ghetto, qui ont besoin du soutien et qui ont besoin d'élargir leur audience, qui ont besoin aussi d'être connus. Par rapport à cela, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'il y en a aussi qui ont besoin d'avoir cette chance, mais ce n'est pas une facilité. En fait, ce n'est pas facile ici d'avoir une production fiable et sérieuse. Et puis la deuxième question s'adresse à M. Winnie. J'aimerais savoir pour le streaming. On a les profils d'utilisateurs et le profil d'artistes. Et puis j'aimerais savoir pour les personnes qui ont déjà eu à utiliser d'autres agrégateurs pour faire leur distribution. Et que maintenant, pour une prochaine distribution, si par exemple je voudrais être distribué par Music In Distribution, utiliserez-vous le même profil que l'ancien compte que j'ai utilisé pour mes anciennes distributions ou il faudrait que j'aie un nouveau compte d'artiste? Voilà, merci pour la question. Je vais reprendre la question pour voir si c'est réellement ça la question que vous avez posée. Vous avez demandé si, au regard des difficultés que les musiciens congolais rencontrent dans leur carrière, dans leur début de carrière, pour avoir la production. Si vous étiez là au début, j'ai parlé d'une nuance qu'il y a entre la production artistique et la production musicale. La production artistique, en fait, c'est de ça que tu parles. La production d'un mécène, d'une personne qui met ses moyens matériels ou financiers en jeu pour produire un artiste. Mais la production musicale, justement, je parle d'un beatmaker. C'est ce que vous appelez communément un ingénieur de son. Il produit, cette production musicale consiste justement à créer ou à raffiner une musique, une chanson enregistrée pour un public. Étant donné que vous parlez d'une production musicale financière,
C'est-à-dire quelqu'un qui déniche un talent et met ses moyens financiers en jeu pour les produire ou pour les faire découvrir dans le monde. Alors moi, déjà, j'ai eu la chance d'être soutenu par mes proches. Ouais. Dans un premier temps, c'était difficile. Même en France, nous avons vu, il y avait une compétition, une nouvelle école. Il y avait des artistes qui avaient plusieurs abonnés sur leur compte. Mais ils sont passés par la nouvelle école. Donc il y a des difficultés, il y en a partout. Il faut juste s'adapter et trouver des solutions à chaque problème. Il ne faut pas se plaindre. S'il y a des artistes ici, il ne faut pas se plaindre. Il faut travailler, il faut tenter des chances, il faut saisir les opportunités. Il y aura toujours un jour où ça va exploser. Oui. Approcher dans quel sens? Pour signer les deux possibilités sont accessibles. Tu peux leur proposer ou comme ils peuvent venir vers toi. Au travers les numériques justement, au travers les réseaux sociaux, ils peuvent voir une vidéo de toi en train de chanter ou dans un concert, il est intéressé, il pense te produire. Je pense que j'ai répondu à la question. Ah, merci. Ok, bon, je vais répondre à ta question et puis renchérir un tout petit peu. Alors, déjà, techniquement, oui. Vous pouvez avoir distribué avec je ne sais pas combien de distributeurs. Lorsque vous avez un profil qui est actif sur, par exemple, Spotify ou Apple Music, c'est le même profil qui est utilisé lors de votre distribution, en fait. C'est automatique. Ouais, c'est automatique, c'est le même nom, c'est les mêmes ID, c'est automatique. Il n'y a pas à chercher à entrer très, très technique à l'intérieur, c'est automatique. C'est la même personne, c'est le même compte, c'est le même profil, c'est la même, voilà. Du coup, alors, pour essayer un peu de renchérir un peu à ces niveaux-là, au fait, c'est que vous devrez savoir concrètement la production. Bon, on s'écarte un peu de la production artistique. La production musicale, c'est le commerce, au fait. Alors, lorsque vous cherchez de la production, c'est-à-dire que vous cherchez à être vendu. Et si vous cherchez à être vendu, vous devrez être exploitable. Donc, avant de chercher à être vendu, commencez par chercher à être exploitable. Donc, avant de chercher, par exemple, un producteur, commencez par chercher un manager. D'abord, c'est-à-dire quoi? Le producteur, lui, il s'en fout. Bon, le producteur phonographique, en gros, hein, il s'en fout de votre passé, il s'en fout de votre image, de votre carrière à un moment donné. C'est pas qu'il s'en fout concrètement, mais lui, tout ce qu'il veut juste exploiter l'œuvre et mettre son argent dans la poche, en fait. Il s'en fout de si tu vas enregistrer quand, si tu as une page, il s'en fout de ça. Lui, il veut juste exploiter l'œuvre et ça s'arrête là. Et maintenant, c'est à toi d'être prêt, de lui fournir le contenu commercial. C'est-à-dire que quand tu viens vers un producteur, ne viens pas vers un producteur pour demander de l'argent. Le langage, l'erreur que les artistes font généralement, c'est quoi? Vous venez vers des producteurs avec un langage genre, en tout cas, je cherche le soutien, vous voyez, j'ai besoin de ça. Le producteur n'est pas un bon samaritain. Il fait du commerce. Viens lui dire que regarde, j'ai ça. Viens par exemple chez un producteur scénique et dis-lui que regarde, j'ai 20 000 abonnés sur Instagram. Si tu me fais jouer dans cette salle, je te ramène 500 personnes. Lui s'est dit, ah ok, c'est bon. Il te met là. Ne viens pas lui dire que ok, j'ai besoin d'être exposé, faut me mettre là. Non, ne viens pas pour ça. Viens lui dire que tiens, regarde, j'ai fait ça, j'ai eu autant de ventes et tout ça. Si tu me vends avec ton marketing, on peut générer autant. Lui, il voit que non, il y a un deal à faire, c'est ce qu'il fait. Et c'est ça le label au fait. Généralement, c'est ça. Il ne faut pas confondre les labels et les majors. Le label, généralement, il ne signe pas des contrats 360 degrés. Il signe des contrats phonographiques. Et les producteurs, généralement, signent des contrats phonographiques. Ils sont attachés à votre œuvre, mais ils ne sont pas attachés à vous. Ils ne sont pas attachés à la personne. Mais une major, lui, peut signer un contrat 360 degrés. C'est-à-dire qu'il peut vous signer et l'œuvre et vous, la personne. Et c'est là maintenant que le major peut mettre une direction artistique, le management. Il sait vraiment, voilà, le branding management, community management, voilà, management exécutif. Il met vraiment toute une équipe à votre disposition et travaille sur votre carrière. Et là, on parle de la gestion de carrière. Mais quand vous n'êtes pas dans une major, essayez de travailler dans la gestion de carrière de manière extérieure. Soyez juste assez exploitable. C'est-à-dire que quand une personne vient, vous savez, vous avez une page, de fois vous ne l'entretenez pas bien. Vous savez combien de producteurs sont passés par là et ils n'ont vu rien d'intéressant, ils sont partis? Vous savez, vous ne le saurez jamais parce qu'ils ne sont jamais entrés en contact avec vous. Vous voyez un peu. Moi, je connais des producteurs scéniques, par exemple... le Moïse Samnani et autres. Il y a d'autres, il n'y a pas que lui, il y a d'autres qui bookent des artistes. Bon, je ne dis pas que c'est mal, mais il y a d'autres qui bookent des artistes en se basant sur le nombre d'abonnés Instagram qu'ils ont. Donc, genre, vous venez pour booker un artiste et tout, vous parlez de l'artiste, il est là dans son téléphone, il te demande c'est quoi le nom, et là il check sur Instagram. Il te
Tu demandes combien 1000, 1500, il check quand il voit c'est en dessous de 20K, il te dit ben, vous aurez 300. Et là, il dit on donne 300. Il ne discute plus, tu refuses, tu laisses. S'il voit au-delà de 20K, il dit ah bon, ok, amenez-le. Vous voyez un peu de quoi je parle, au fait. C'est le business, au fait. Adoptez cette mentalité de business. Commencez par travailler sur vous. Boostez vos pages, boostez vos trucs. Trouvez un manager, une personne qui va accepter de se sacrifier pour vous. Parce que vous savez, quand vous n'avez pas encore explosé, c'est difficile d'avoir un bon manager. Vous pouvez avoir un agent artistique, lui, il est là, il ramène de deals et vous dealez. Des contrats de production, de prestations scéniques et autres. Mais le manager, c'est lui qui est censé vraiment travailler sur la gestion de votre carrière. On voit par exemple, quand on parle de la réalisation artistique, il n'y a pas que le son ou la vidéo, il y a l'accoutrement, la façon de parler. Vous voyez, Fally, par exemple, quand il est à la maison, à d'autres questions, il répond oui. Mais quand il est public, tu lui poses une question, il te dit tokos. C'est-à-dire que même le langage change à un certain moment. Maintenant, tous ces aspects-là, il faudrait trouver une personne qui serait prête à se sacrifier pour faire de ça de vous. Parce que peut-être vous n'avez pas d'argent peut-être à lui payer. Peut-être, voilà pourquoi vous verrez généralement certaines personnes, leur manager, parfois c'est un frère, c'est un parent, parce que c'est vraiment le sacrifice au fait. Il y a d'autres personnes, il peut avoir toutes ses connaissances, mais il s'est dit, bah, il ne veut pas parce qu'il sait qu'on va devoir se battre, vous créez une image, vous ramenez quelque part et ensuite vous devenez exploitable. Donc il y a vraiment du bénévolat à faire. Donc à un moment donné, il faudra se sacrifier que non, il est là, il fait du community management. Pour moi, je lui mets un forfait mensuel. Il est là, il fait, bon, ça dépend de la manière dont vous allez gérer ça, mais c'est un peu ça. Donc avant d'aller voir un producteur, assurez-vous d'avoir tous les éléments pour convaincre le producteur. N'allez pas chercher des LED, allez chercher des deals, au fait. Lorsque la personne sent qu'il peut faire de l'argent avec vous, il s'accroche. Quand il voit qu'il va perdre de l'argent avec vous, il ne s'accroche pas. Ça devient de on verra, ok, parle avec X, ok, passe avec Y, et voilà. Vous savez, au-delà du talent. Parce que même les majors là, l'aspect commercial compte. Vous avez Universal Music Africa travaille avec DJ Arafat. Et DJ Arafat, il y a certains mots qu'il disait, on n'écoutait même pas. Vous comprenez? Mais par contre, il y a des concours tels que T-Voice, où il y a des finalistes, pour ne pas dire des gagnants, des finalistes qui ont une belle voix. Il y a T-Voice Afrique qui est là, mais vous ne verrez jamais Universal Music Africa prendre un des finalistes de T-Voice. Mais ce sont eux les plus belles voix. Mais ils préfèrent travailler avec Arafat. Pourquoi? Ils savent que chez lui, on va vendre. Vous comprenez un peu l'aspect commercial. Donc même quand Universal Africa signe Yemi Alade, ce n'est pas pour sa belle voix, non. Sa belle voix vient en deuxième position. C'est parce qu'elle est rentable. C'est parce que voilà, il y a l'argent qui circule. Si on prend Yemi Alade, on lui fait jouer ici, Showbuzz sera plein. Vous voyez un peu, il y a cet aspect-là. C'est important de travailler sur soi avant d'aller vers les autres. C'est juste là que j'allais renchérir. Merci. Merci. Il y a encore une question. Oui. Venez, s'il vous plaît. Les micros. On enregistre. Bonjour à tous. Bon, c'est juste une petite intervention, enfin, un petit commentaire. Donc, c'est pas, voilà. C'est par rapport aux droits d'auteur aussi, en fait. Hein. Vous voyez, maintenant, il faut savoir qu'il y a des grands artistes et musiciens aussi qui utilisent une des nouvelles technologies qu'on appelle la blockchain aussi. Alors, les grands artistes qui sont avertis utilisent ça, et même dans ce qu'on appelle le NFT, NFTs. Alors, ils utilisent ça, et ça entre guillemets un peu, ça répond beaucoup à ce grand problème-là. Donc, le piratage, ce qui fait que ces gens-là, et comme ce système-là permet de c'est crypté, ça permet facilement à celui qui est le vrai auteur d'en tirer tous les bénéfices, et ce qui fait que, bon, un auteur X qui utilise par exemple ce système-là de la blockchain NFT peut effectivement recevoir tous ces grands bénéfices, même si, bon, par-ci, par-là, il y a peut-être des petits malfrats qui sont en train de faire ces sales besognes-là, mais ça, ce sont des petites miettes. Mais le grand pourcentage de bénéfices, l'auteur peut l'avoir. Donc, ça, ce sont tous les artistes, les musiciens, les différents, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose, mais c'est vrai que peut-être les grands musiciens qui se font beaucoup d'argent ont accès peut-être à ça. Les autres musiciens qui ne sont pas encore sont en train d'en souffrir un peu. Donc, c'est un peu un domaine technologique que les gens empruntent pour essayer de pallier à ça. Donc, on va sûrement pas rentrer à l'ancienne méthode. Donc, on continue à avancer. Donc, il y a espoir. Merci beaucoup. Merci.
Oui, je voulais ajouter une petite idée, pas forcément une idée, mais une petite nuance ou une petite différence qu'il y a entre le piratage et la contrefaçon. Le piratage est lié au droit de la propriété littéraire et artistique. On a piraté mon compte, mais la contrefaçon est liée au droit de la propriété industrielle. On a contrefait mon modèle, on a contrefait mon téléphone, on a contrefait ma marque. Donc voilà ce que j'allais ajouter pour enrichir la conférence. Merci. Merci. Il y a une intervention. Oui, c'est Monsieur Randy Kalai. Je suis animateur culturel et puis juriste expert en propriété intellectuelle. Voilà, je suis en tout cas très intéressé par les questions de propriété intellectuelle qui ont été évoquées ici en ce qui concerne le sujet dont on parle aujourd'hui. Voilà, c'est quand même intéressant d'en parler parce que quand on parle de la production musicale ici en République démocratique du Congo, généralement pour les jeunes artistes, les questions de propriété intellectuelle restent très méconnues, surtout du grand public. Alors, voilà, j'ai vu là, vous avez évoqué la question de la durée au fait. Vous avez parlé de 70 ans après la mort de l'auteur. Oui, bon, c'est quand même intéressant de l'évoquer, mais ça c'est sur le sol européen. Ici en République démocratique du Congo, c'est 50 ans. Non, au fait, sur le sol européen, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. C'est-à-dire, les ayants cause continueront toujours à jouir de ces droits d'auteur. 70 ans après, là, c'est sur le territoire européen. Donc chez nous, on est encore dans ce minimum-là de 50 ans. Au regard de... Bon, au regard de la loi actuelle. Non, pour tout ce qui est de la propriété littéraire et artistique, c'est 50 ans après la mort de l'auteur. C'est une loi de 86 qui n'est pas encore révisée jusqu'à aujourd'hui. Alors, je voulais dire ceci. Pour ce qui est des jeunes artistes, les questions de propriété intellectuelle se révèlent être très importantes. C'est vrai que nous avons la seule société de gestion collective que nous avons ici, c'est la SOCODA. Il y a beaucoup d'artistes qui ne veulent pas aller s'affilier à la SOCODA. Pour un premier temps, ça peut se comprendre parce que la SOCODA n'est pas, il faut le dire, hein, la vérité c'est que la SOCODA n'est pas dotée d'assez bons moyens pour arriver à collecter et puis à repartir les redevances dues aux droits d'auteur. Ça, c'est une vérité. Et encore moins en ce qui concerne la musique en ligne. Là, en tout cas, c'est encore une autre corvée pour la SOCODA. Mais ce qui est très important pour les jeunes artistes, surtout, qui veulent commencer leur carrière, il faudrait toujours s'affilier à une société de gestion collective. Pourquoi? Parce que il se pourrait que dans les jours qui viennent, votre œuvre puisse connaître du succès. Et qu'un monsieur X ou peut-être une société brassicole de télécommunications se hasarde de pouvoir utiliser votre œuvre à des fins commerciales. Alors, dans la mesure où vous n'êtes pas affilié à une société de gestion collective, ça va poser problème en ce qui concerne la poursuite de ce monsieur-là. C'est vrai que, pour un premier temps, la protection, elle est d'abord individuelle. Vous avez votre œuvre, du simple fait que vous avez créé votre œuvre, elle est déjà automatiquement protégée. Mais pour renforcer encore cette sécurité-là, ce serait mieux s'intéresser aux sociétés de gestion collective, à l'instar de la SOCODA. Alors, les frais, c'est pas si grave que ça. Pour une œuvre musicale, c'est 40 $. Vous apportez juste un exemplaire de votre œuvre, c'est-à-dire l'œuvre peut être placée dans une clé USB ou peut-être, je ne sais pas, dans n'importe quel stockage, tout ça. 40 $, c'est les frais d'affiliation avec 4 photos passeport. Vous allez là-bas, on va vous présenter un formulaire d'affiliation et puis c'est parti. C'est vrai que pour un premier temps, vous allez dire que non, voilà, je suis là, mais en fin de compte, je ne reçois pas les droits d'auteur. Mais il faut dire que notre système ici fonctionne en termes de succès aussi. Hein. Si vous avez une œuvre qui a du succès sur le territoire congolais,
Et c'est à ce moment-là que vous aurez de retour en ce qui concerne les droits d'auteur. Mais pour un premier temps, ce qui est plus important, pour les jeunes artistes qui veulent commencer, en tout cas, il faut faire ne fût-ce qu'un tour au niveau de la Socoda. Chercher à s'affiler, parce que demain, on ne sait jamais. Une question? Merci beaucoup. Il y avait un petit détail là qui m'avait échappé. C'est par rapport, je ne sais pas si vous avez mis ça dans les inconvénients du numérique, c'est par rapport à l'achat des followers. Je ne sais pas, quelque part là j'avais vu, lorsque vous étiez en train de défiler, voilà les risques. Ben, pourquoi vous avez mis ça dans les risques? Il y a quelque part là les achats des vues et des followers. Tantôt là, vous avez soulevé quelque chose de très important. Si peut-être vous voulez vous vendre en tant que musicien, en tant qu'artiste, je ne sais pas, comédien, en tant que je ne sais pas trop, vous avez dit qu'il y a d'autres personnes, d'autres producteurs qui misent par rapport au nombre de vos abonnés sur Instagram. C'est là peut-être que s'ils voient que vous êtes au-delà des 20K, ils misent aussi beaucoup. Et si vous êtes en dessous de ça, donc ils vont s'y miser peu. Donc, je ne sais pas, parlez-nous un peu des achats des followers. C'est pas bien, c'est mal ou quoi? Parce que si vous voulez vous faire un genre, arriver à un certain standing, les nombres d'abonnés aussi, ça compte. En quoi c'est un risque? Donc, c'est un peu ça la question. Merci. Bon, je commence. Voilà, il y a une difficulté dans votre compréhension parce que quand M. Winnie a parlé, il a justement parlé des achats et d'utilisation des robots. C'est ce que vous aviez dit, non? Alors, les achats, c'est autre chose. Les achats, c'est l'utilisation des robots. Mais les sponsoring, c'est autre chose. C'est aussi autre chose. Là, c'est un avantage, ce n'est pas un risque. Mais quand vous achetez des robots, comme il avait dit, là, c'est un risque. Mais quand vous sponsorisez votre page, ce n'est pas un risque, c'est un avantage. Je ne sais pas s'il peut enrichir. Ok, j'ai vu à un moment, vous avez dit que parfois vous sponsorisez et voilà, il n'y a pas un retour et tout. Voilà, voilà. Alors, déjà, ce que vous devrez savoir est que c'est pas parce que vous voyez le bouton, l'option booster et que vous êtes bancarisé et que vous savez cliquer et faire un boost, que vous savez faire un bon boost. C'est quand même du marketing et il y a des experts en marketing. C'est-à-dire que le boost, c'est pas directement vous cliquez et puis pouf, c'est boosté, non. Ça vous demande parfois les régions, parfois les zones géographiques, ça vous demande parfois les habitudes de consommateurs, qu'est-ce qu'ils cherchent généralement, tout ça, ce sont des points très très importants. Il faut savoir comment les classifier pour réussir à toucher votre cible. Sinon, cela reviendrait à passer une publication d'alcool dans une chaîne comme Piwi+. Vous allez toucher des millions de personnes, mais ce seront des enfants qui ne peuvent pas consommer l'alcool. Du coup, vous avez touché des millions de personnes, mais qui ne vont rien vous apporter. Donc, c'est vraiment une communication ratée. Et c'est ça la crainte, au fait. Et du coup, maintenant, il y a des gens qui essayent de contrebalancer cela en achetant des abonnés ou des vues en ayant recours aux robots. Mais là encore, c'est une perte parce que là, vous dépensez votre argent pour rien. Imaginez, vous avez 12 vues et vous avez ensuite 50 000 vues de robots. Du coup, vous êtes à 50 000 12 vues. En réalité, vous avez 12 vues ou 50 000 12 vues. Vous n'avez que 12 vues parce que le 50 000 là, c'est un chiffre. Vous comprenez? Mieux vaut booster, sponsoriser. Et si vous avez 20K ou 30K, ouais, au moins, ce sont des personnes. L'avantage est quoi? C'est un peu le contraire des l'inbound marketing, en fait. C'est-à-dire que cela vous permet de toucher des gens qui sont hors de votre portée. Vous les touchez, ils prennent connaissance de qui vous êtes, de ce que vous faites, et après ils peuvent s'abonner ou devenir, voilà, pourquoi pas de potentiels clients ou de potentiels producteurs ou voilà, de potentiels partenaires. Ça dépend.
Voilà pourquoi on a dit qu'il y a risque quand il s'agit d'acheter des vues et d'acheter des followers, quand vous avez recours aux robots. Mais quand il s'agit de faire du sponsoring, là c'est du marketing que vous faites. Vous atteignez des personnes réelles. Et si vous avez besoin d'une expertise, par exemple pour Google AdSense, je crois que je vais faire une petite démo pour vous rapidement. On peut retourner dans le site. Parce qu'il y a une différence entre l'achat des vues de robots et la publicité YouTube en ce qui concerne le référencement et Google AdSense. Alors, dans le référencement, c'est-à-dire que quand vous payez votre vidéo est boostée pendant un long moment jusqu'à ce que vous allez atteindre le nombre de vues que vous avez souhaité avoir. Généralement, les artistes aiment cette formule-là parce que voilà, les vues aussi, ça influence. Il y a Google AdSense. Google AdSense, le problème est qu'avec Google AdSense, vous ne savez pas combien de personnes, combien de vues vous aurez au final. C'est-à-dire que vous pouvez mettre, par exemple, je donne un exemple, par exemple, vous mettez un budget de $200, $10 par jour pendant 20 jours, par exemple. L'autre met aussi le même budget. Vous utilisez Google AdSense, mais les résultats ne seront pas le même. Le résultat ne sera pas le même. Pourquoi? Parce qu'il y aura un moment où la vidéo interrompt une personne, la personne regarde, il voit que non, ça vraiment c'est très vilain, je ne vais pas regarder ça en entièreté, il ignore. Il y a des fois, il tombe sur ça, il dit waouh, c'est beau, et il clique et il part regarder. Du coup, il y a un peu ces côtés, voilà, il y a la volonté de la personne qui compte au fait. C'est-à-dire que c'est plus les entreprises qui optent pour ça. C'est-à-dire que pour une entreprise, il lui suffit de voir que, ok, il y a 300 000 personnes qui savent que je vends du pain. Moi, ça me suffit. Même s'il y en a que 13 qui sont venus regarder la publicité entière. Mais pour les artistes, et ils aiment au moins, voilà, il y a autant de personnes qui m'ont regardé, j'ai quand même autant de vues, ça compte surtout en termes de crédibilité. Voilà pourquoi la plupart du temps, les entreprises optent plus pour AdSense que le référencement et les artistes optent plus pour le référencement que AdSense. Mais les deux vont de pair, ce sont des services agréés par Google, contrairement à l'achat des vues par des robots ou l'achat des followers. Alors, par exemple, pour Google AdSense, je vais vous donner un exemple parce que nous, on est membre de Google Partners. Si vous allez sur Google AdSense, ça risquerait de vous compliquer, au fait. Mais là, par exemple, on offre une interface assez intuitive et rapide. On va aller un peu rapidement. Vous souhaitez utiliser Google AdSense et vous vous dites, OK, je ne sais pas comment faire, c'est trop, un peu, voilà, trop technique. Du coup, vous arrivez là, bien sûr, c'est dans le site Musikin. Vous arrivez là, vous tapez une adresse email. On peut mettre une adresse email rapidement, je ne sais pas comment, une adresse email n'importe laquelle. Mais qu'il y ait au moins @gmail.com. Sinon, ça va refuser. Il n'y a pas arrobas, ça a mis le... Okay. Je crois avec ces signes-là, ça va accepter. Gmail.com. Je crois qu'il faudra enlever le... Ouais, celui-là. Ok. On descend. Ici, on va mettre un lien. Bon, le lien de votre vidéo YouTube, par exemple. Là, on va mettre un lien dans le site, histoire de faire rapide parce que on n'a pas un lien YouTube ici à notre disposition. Bon, le point c'est ça, c'est le virgule ou le point? Voilà, point net. Le budget journalier. Les budgets journaliers, le minimum c'est $5. Vous pouvez mettre $10, $20, $50 par jour. Là, on met combien? Donne un chiffre. 5. Ok. On descend. Le nombre de jours, vous souhaitez que ça soit pendant combien de jours? Le minimum c'est 10 jours et après vous pouvez choisir 30 jours, un mois. Ok. On y va. Les pays que vous souhaitez cibler. Vous souhaitez cibler quel pays? Choisissez minimum 5 pays. Bon, la RDC déjà, parce que c'est notre pays. Quoi d'autre encore? Ok, Brazzaville. Bon, on va mettre Brazza. De toute façon, ça va reconnaître. Quoi d'autre encore? Côte d'Ivoire, ok. Côte d'Ivoire, l'apostrophe là, c'est où? Ok. Bon, je crois qu'on va faire un truc pareil. On vient, attendez. On vient pour obtenir une estimation. Ça vous dit le nombre d'impressions et des vues est une estimation. Les résultats vrais. Et le résultat varie en fonction des pays choisis. Bon, c'est pas que des pays, hein, ça dépend aussi de contenu et tout. Là, vous avez une estimation. Dans la facturation, ça vous dit voilà, le nombre d'impressions correspond au nombre de personnes atteintes par votre annonce, des personnes qui ont vu votre vidéo apparaître chez eux. Le nombre de vues correspond aux personnes qui ont cliqué sur votre annonce, des personnes qui ont cliqué sur votre vidéo pour la regarder entièrement. Alors, voilà votre estimation. Ça vous fait $180. Impression, c'est une estimation, hein, plus de 26 400 personnes atteintes qui seront atteintes. Le nombre de vues estimé est de plus de 7 290. Ça peut varier plus si le contenu est assez attrayant, tout comme ça peut varier aussi en deçà.
Dépenses par jour 5 $, délai 30 jours, budget ça fait 150, donc 5 fois 30. Et ensuite il y a les taxes, frais de transaction, TVA, tout ça, etc. 10%, ça fait 15 $. Les frais de l'entreprise pour Musicin, c'est 10%, ce qui fait 15 $. Ça rajoute 30 $ de plus. Vous arrivez sur payer. Et là, quand vous cliquez sur payer, je crois le téléphone. Non, je crois que ce n'est pas un problème de connexion, c'est un problème de téléphone. Attendez. Bon, attendez. Je crois qu'il y a un petit problème de contenu. On va faire ça. Je vais vous montrer comment le paiement s'effectue pour le temps de passer. On va prendre un exemple avec le référencement YouTube pour aller un peu plus direct. On va prendre par exemple là, 1000 vues. On prend par exemple 2500 vues, par exemple 50 $. Là, on met une adresse email rapidement. L'arrobase là, vous le mettez comme ça. Arrobase gmail.com. Le lien YouTube. On met même voilà Musicin. Voilà, c'est d'ailleurs sorti là. Et on va attendez. Et voilà, on va aller sur choisir. Voilà. Et ensuite, on vient sur payer. Je crois qu'il y a un problème là. C'est la connexion? Il y a un problème. Quelqu'un a un portable pour essayer? Parce que dans le portable, je crois que ça marche. Je crois qu'il y a un problème soit de connexion, soit il y a un problème avec le terminal. Je crois qu'il y a un problème. Il y a quelqu'un qui a un portable qui peut rapidement... Ok, attends, montre-moi. J'aimerais sur ces points faire appel à Patrick Abamba. Lui, il connaît un peu dans ces histoires-là des vues, des faux vues, des followers. Il maîtrise un peu bien la chose. S'il peut nous dire quelque chose par rapport à ça. Merci pour la parole. Déjà, il a un peu bien brossé déjà pour les méthodes de YouTube. Mais par rapport à ce qu'il dit sur achat des nouveaux ou de faux followers, il y a en fait ce qu'on appelle l'algorithme. Chaque plateforme a un algorithme. Alors, il y a depuis, je pense, 2020 ou 2021, YouTube a renforcé son algorithme. Si vous achetez de followers, YouTube peut même vous bloquer définitivement. Donc s'il s'avère que le robot ou l'algorithme derrière voit que vous achetez des followers, YouTube peut vous bloquer définitivement. Et le problème avec les faux followers, le problème c'est qu'il y a aujourd'hui pour que votre contenu soit devant, il faut qu'il y ait une interaction. L'algorithme ne s'attache plus au nombre de followers. Et même pour ce qu'il dit, si vous êtes producteur et vous vous attachez simplement sur 20 000 cas, vous pouvez perdre. Pourquoi? Parce que l'algorithme voit maintenant aussi l'interaction qu'il y a derrière. Il y a les partages, il y a, comment dire après les partages, les commentaires, tout ça, c'est pas juste au niveau d'avoir plusieurs. Tu peux avoir 20 000 cas, mais comme il dit, tu n'as que 2 j'aime, et, ou je sais pas moi, 2 commentaires. L'algorithme voit que réellement c'est des fakes. Et quand c'est des fakes, ta cote descend. Tu vas sur LinkedIn, LinkedIn même c'est encore pire. Il suffit juste qu'il y ait une adéquation entre cela, ta cote descend. Donc je préfère même que tu n'aies qu'une petite niche même de 500, mais ces 500 personnes sont plus influencées par tes contenus. Le plus important, c'est dans ta stratégie de contenu. C'est cette stratégie de contenu qui peut t'emmener à avoir plus de followers. Tu peux booster, mais aujourd'hui, même dans le boost, Facebook fait une campagne. Va plus dans une campagne parce que tu as plus de paramètres, plus d'options que quand tu boostes juste une publication. Et dans une stratégie marketing, ne te limite pas simplement à booster parce que tu perdras tellement, parce que les résultats ne sont toujours pas ce que tu t'attends, surtout si tu n'as pas bien planifié un objectif. Tu peux entrer sur une campagne Facebook, objectif par exemple vue de vidéo, comme on est en train de parler de ça, mais si ton objectif ne correspond pas avec les contenus par exemple que tu as sur ta campagne, tu risques de faire une campagne mais qui ne réussit pas et tu auras dépensé de l'argent. Google Ads même.
Donc il faut toujours planifier en fonction de vos objectifs et savoir comment je crée aussi ma stratégie de contenu. Tu peux booster, je ne sais pas comment on le dit, sa page YouTube, mais s'il n'y a pas de contenu, tu feras quoi? Beaucoup de gens me posent souvent cette question. Je recommande, commence d'abord par créer de contenu. L'une des stratégies qui est une stratégie qui ne rate pas, c'est une stratégie de contenu. Et les gens seront plus attirés vers ton contenu. Et tu verras, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Les gens viennent, sont attirés vers ton contenu. Et c'est là que plus tu as du contenu, plus les gens viennent et plus tu gagnes. Et par rapport à ça, dans ta stratégie marketing, tu peux aussi ajouter de boost. Mais il ne faut pas tout booster. Sinon, tu perds de l'argent. Donc, il y a plusieurs stratégies à appliquer, mais que je ne peux pas déballer maintenant là comme ça. Mais juste en parlant de followers, il ne faut pas le faire parce que l'algorithme maintenant a vraiment bloqué au point où s'il arrivait que le robot de Google remarque que tu as de faux, on te bloque et tu ne pourras plus jamais au Longwa, Awa, OK, Congo, Brazza, ton compte là, c'est bloqué. Et même sur Facebook, je ne sais pas pour ceux qui font des campagnes, il y a des moments, si tu n'as pas respecté une règle, on te dit que votre compte est bloqué. Et on vous demande de faire un examen. Et si on se rend compte que dans l'examen, il y a vraiment un sérieux problème, on te bloque. Moi, j'ai souvent l'habitude même d'ouvrir plusieurs comptes Facebook pour des raisons comme ça. J'ouvre plusieurs comptes parce qu'il y a certains clients, tout. Parce qu'à un moment, ton compte est bloqué. J'ai un compte qui a été bloqué. Tu as fait des examens. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Ce compte a été piraté en Malaisie. Et en Malaisie, il y a des gens qui faisaient des publicités sur ces comptes sans que moi je sache. Et quand j'essaie de vérifier, je me rends compte, je vois des publicités bizarres. Mais je cherche le lieu, c'était localisé en Malaisie. Et Facebook a comptabilisé cela pour ton compte et on a bloqué définitivement. J'ai dû commencer à avoir une technique d'ouvrir plusieurs comptes pour plusieurs clients. Donc quelque part, il y a une adéquation entre l'algorithme et l'effet d'avoir de mauvais followers. Malheureusement, aujourd'hui chez nous, on n'a pas assez des bons créateurs de contenu qui sont spécialisés sur une niche. Aujourd'hui, vous voyez toutes les influenceuses, le seul contenu, c'est le corps. Et l'industrie du porno, aujourd'hui, c'est l'industrie qui vend le plus sur le digital. Et les gens sont plus attirés vers ça. Mais ce n'est pas ce qui fait vendre. Parce que si, à un moment, ce contenu n'est plus, les gens sont juste venus pour ce corps. Et c'est comme ça que tu es obligé tout le temps de publier ton corps, parce que c'est ce qui fait interagir les gens. Et si tu lâches ça, ça ne passe pas. Mais ce n'est pas avec ces stratégies de contenu que tu peux être attiré par une entreprise ou que tu peux avoir facilement une entreprise. Donc je ne sais pas si je réponds, je suis en train de mélanger plusieurs choses en même temps, mais en réalité, il m'a pris un peu à pied levé, mais je peux dire d'une manière un peu simple, c'est un peu ça. Il y a un souci entre l'algorithme des réseaux sociaux et les mauvais followers. Pourquoi? Aussi parce que les plateformes veulent plus qu'on ait du temps dans ces plateformes. Alors, Facebook, YouTube, quand vous publiez, vous mettez un autre lien qui envoie dans un autre site. Facebook ne fait pas remonter votre publication en avant. Parce que leur but, c'est que vous restez plus sur la plateforme et que nous, on vend plus avec nos publicités. Et quand toi, tu n'as que des fakes et des fakes, c'est des robots derrière. C'est des gens qui ne vont pas acheter, c'est des publicités qui ne vont pas passer. Alors, on remarquera que cette page est une page fake. Alors, tu auras toujours une cote assez basse. Alors, acheter de followers, c'est en fait, c'est tuer soi-même par rapport à ces stratégies. Merci beaucoup Patrick pour ces éclaircissements. Nous allons prendre une dernière préoccupation, s'il y en a, je ne sais pas, une dernière question. Ma question s'adresse à M. Winnie, c'est par rapport aux certifications. Vous avez dit qu'il y a une certification en cuivre, en cobalt, et puis en or aussi. Est-ce que ces certifications, vous les remettez sur place physiquement, vraiment, si une personne a réellement fait ces chiffres, vous les remettez? Oui, nous le remettons sur place au bureau. Et d'ailleurs, il y a un point aussi, il ne faut pas se leurrer. Quand on vous dit que voilà, c'est de l'or, c'est pas genre de l'or massif et tout ça. Non, c'est un cadre bien designé. Et c'est quelque chose qu'on vous remet, c'est quelque chose de symbolique. N'allez pas croire qu'on va vous remettre de l'or massif. Ou bien de l'étain comme ça brut. Donc, n'allez pas croire jusque-là. Mais sinon, oui, on les remet.
Donc voilà, c'est ça. J'espère que j'ai répondu. Merci à tous d'avoir répondu présent à nos échanges d'aujourd'hui. Merci à Winnie et à l'artiste pour vos interventions d'aujourd'hui. Le rendez-vous est pris jeudi prochain à la même heure, au même lieu, où nous allons parler des cyberharcèlements, cyberchantage, qu'est faire. Donc de plus en plus, il y a ces genres de pratiques qui se font sur Internet. Nous allons essayer d'en parler le jeudi prochain. Merci et à la prochaine.